Bonjour à tous, bienvenue au Café Fiscal ECS. On est très contents une nouvelle fois de vous retrouver. Merci Damien et Emmanuel d'animer ce webinaire. Je l'ai mis dans la discussion, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous écrire avec les questions-réponses, on essaie de répondre à tout le monde. Ou si on ne répond pas à la question parce qu'on en a trop, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous ai aussi mis mon adresse mail dans l'onglet discussion. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et comme ça, je relayerai à Emmanuel et Damien. Pour information, le webinaire est enregistré. Il sera, comme d'habitude, sur notre newsletter ECF Connect du vendredi. Donc, vous aurez le support, on vous enverra le support et le replay à l'issue du webinaire. Et il est 30 piles. On laisse quelques instants aux participants pour arriver, mais on fait un début à 32, 33 maximum. Ça vous va? Très bien. Parfait. Okay, Merci, Mélanie. On a déjà des questions. On a déjà une question. Mais peut-être qu'ils y répondront. Oui, alors la question n'est pas dans le thème. On parle des plus-values, on ne parle pas des avances de trésorerie. Voilà. Parce que comme le temps est très limité, donc on ne peut pas non plus divaguer sur plein d'autres sujets, mais ça nous donne des idées de prochains webinaires comme ça. Regarde, qui porte une barbe? C'est Damien. C'est sympa, les petits messages comme ça. Voilà, François, c'est gentil tes questions, mais on n'est pas forcément dans le thème évoqué, mais ça donne des idées de prochains sujets, effectivement, les avances de trésorerie d'une mère à une fille ou inversement. Il peut y avoir pas mal de choses à dire. Il est 32, on a pas mal de monde déjà présent. Je pense qu'on va pouvoir commencer, je le redis, je suis désolée pour ceux qui étaient là à l'heure ou un peu en avance. Vous aurez bien tous le replay, parce que je sais qu'on va nous poser la question, et on enverra à ceux qui se sont inscrits le support. N'hésitez pas à nous écrire dans les questions-réponses ou par mail. Vous avez mon mail dans l'onglet discussion. Merci encore Emmanuel et Damien pour cette animation. Et je vous laisse la parole. Peut-être Damien pour commencer. Oui, bonjour à tous. On est heureux avec Emmanuel, en tant que président de la commission, coprésident de la commission fiscale de notre syndicat, de vous accueillir pour ce rendez-vous mensuel maintenant. C'est encore nous qui nous y collons avec Emmanuel pour l'animation cette fois-ci. Avant de commencer, je voulais vous faire un petit retour sur l'actualité de notre syndicat, qui est nombreuse, mais je citerai deux choses. C'est les 30 propositions fiscales que fait notre syndicat. On a commencé à communiquer dessus et on va rencontrer demain, donc avec Emmanuel Lejeune et notre président Lionel Canisi, des députés pour leur soumettre ces propositions. Il y a 30 propositions pour sécuriser, pour simplifier la fiscalité nationale. Et je vous en citerai 3, par exemple, parmi les 30. La suppression du relevé des frais généraux, la 2067. Le fait de compenser, et c'est un peu dans le sujet d'aujourd'hui, des reports d'imposition avec des éventuelles moins-values postérieures à ce report d'imposition sur un apport de titre ou un apport d'entreprise individuelle. Et enfin, un IS à taux réduit, plutôt à un chiffre rond, 50 000 euros, plutôt que 42 500 euros. Je ne sais pas si, Emmanuel, tu veux rajouter des choses là-dessus.
Oui, non, non, je vais éviter d'en ajouter parce qu'on a encore 27 points à Ok. présenter, mais voilà, et ces 30 propositions, en fait, si vous vous souvenez, c'est suite à une enquête qu'on a faite, ça doit être il y a 2 mois, où on a demandé effectivement à la profession de nous faire remonter les idées que la profession avait en matière de simplification. Donc, il a fallu faire des choix tranchés, puisqu'on ne pouvait pas présenter 150 idées. Et donc, on a tranché, on en a retenu 30 qui nous semblaient les plus importants dans un premier temps. Et on va présenter aux parlementaires dès demain matin ces idées en espérant, en les poussant et en espérant qu'elles soient adoptées très prochainement dans une prochaine loi de finances rectificative ou une prochaine loi de finances. Voilà, ça sert à ça également le syndicat, de pousser des idées pour simplifier notre quotidien, que ce soit nous en tant que cabinet ou le quotidien de nos clients. Alors, l'actualité, c'est aussi Dracaris, quelques mots avant de commencer. Vous savez, Dracaris, c'est un fonds d'investissement pour et par les experts comptables. Il y a eu une première levée de fonds, une nouvelle levée de fonds qui s'est faite très récemment. En quelques semaines, on a atteint la tranche des 500 000 euros souhaités. Et donc, on fait une nouvelle levée de fonds par rapport à ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il existe une différence fondamentale entre la présidence actuelle de notre institution nationale, soutenue par l'IFEC, et nous, les ECF, les experts comptables de France. C'est que, en fait, la présidente de l'institution et l'IFEC considèrent que l'indépendance numérique, ce n'est pas un sujet pour la profession. Ils considèrent que tout ce qui est outils numériques relève des éditeurs et que l'institution, les syndicats n'ont pas à se mêler de ça. Ce n'est pas du tout notre point de vue. On a chez ECF une vision très différente parce que sans Dracaris, on n'aurait pas MyUnisoft. Sans Dracaris, on n'aurait pas Juriat. Et sans Dracaris, on n'aura pas prochainement Wikira. Et la preuve de ce que je vous dis, c'est qu'il y a un des conseils, comités de gouvernance de Dracaris, notre présidente de l'institution et l'IFEC se sont prononcés contre le fait de faire une avance en compte courant à Wikira pour compléter ces développements et qu'on ait un outil opérationnel en paye et social qui permette d'avoir une alternative à CIAE fin 2024. Voilà ce que je voulais vous dire avant de débuter et on va rentrer tout de suite avec Emmanuel dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, c'est les plus-values sur titre société IS. Donc on commencera sur un point par dire, tiens, si le cédant est une personne morale et notamment une société à l'impôt société, comment ça se passe quand elle cède ce type de titre? Bien entendu, on enchaînera sur le régime surtout des personnes physiques, avec les plus-values sur titre société IS, avec les abattements, le régime général, les abattements pour durée de détention, les abattements spécifiques en cas de départ à la retraite, et enfin les sorts de plus-value, il manque un S, je viens de le constater, qu'on peut avoir en report d'imposition. Alors, quand le cédant est une société à l'impôt société, il faut bien naturellement déjà distinguer si on parle de titres de participation ou de titres de placement. Et pour ça, en fait, les titres de participation, c'est les titres dans lesquels la société qui va les céder considère qu'il y a un lien durable et une contribution à l'activité. Et comme vous le savez, on a une présomption de forte de titres de participation quand on détient pour une société plus de 10%. En dessous, il faut prouver l'influence notable. On a quelques cas de jurisprudence qui disent oui, on avait moins de 10%, mais on pouvait avoir un droit à l'Assemblée de veto sur certains sujets. Donc, il y avait une influence notable et même en dessous de 10, on peut, dans certains cas de figure, se trouver en présence de titres de participation. Donc, nous, on a quand même un plan comptable qui est assez clair. Et moi, je me bats souvent au niveau de mon cabinet pour dire il y a le compte 261 pour les titres de participation, le compte 271 pour le titre de placement. Et respectons ça déjà dans la comptabilité de nos clients. Ça permet d'avoir des choses plus claires. Donc, la plus-value, en fait, c'est bien le prix de vente moins le prix de revient, le prix d'achat, le prix de souscription, le prix d'apport, quand on a souscrit à du capital, et les frais réels qu'on a pu engager. Alors, tout de suite, sur ces frais réels, attention, si on est en titre de participation, vous savez que pour les frais d'acquisition, il y a un traitement spécifique des frais d'acquisition de titre de participation qui a uniquement un amortissement fiscal sur 5 ans. Donc, on ne va pas de nouveau les redéduire dans le calcul de la plus-value.
sur les titres de participation qu'on détient depuis plus de 2 ans. Il y a un régime favorable. On exonère la plus-value, on la neutralise au niveau du calcul du résultat fiscal en réintégrant juste une quote-part de frais et charges de 12%, soit sur un IS à 25%, ça fait un frottement fiscal limité à 3%. Cette neutralisation de cette plus-value avec la quote-part de frais et charges ne s'applique pas aux titres de société de participation qui seraient des titres de société à prépondérance immobilière. Qu'est-ce que c'est que des titres de société à prépondérance immobilière? C'est quand, en fait, les actifs en valeur vénale immobilier représentent plus de 50% de l'actif. Et pour terminer, si on n'est pas dans les titres de participation détenus depuis plus de 2 ans, si on n'est pas dans les titres de société à prépondérance immobilière, on est dans des titres de placement, la plus-value fait partie du résultat imposable au taux normal. Emmanuel, comme on va passer maintenant sur les personnes physiques, tu as des choses peut-être à rajouter? J'ai des choses à ajouter, donc n'hésitez pas à poser des questions au niveau des questions. Alors, ma souris, elle est où? Elle est là parce que ça me permet de noter aussi des choix des prochains sujets de webinaire, et je vais revenir au titre au titre de société à prépondérance immobilière. Faites très attention au niveau du droit fiscal. Il y a 3, 4, 5, si ce n'est pas plus, de définitions de titre de société à prépondérance immobilière. Donc, à chaque fois, retournez au texte pour aller vérifier effectivement dans votre cadre. Vous êtes dans une société IS qui vend des titres de société. Est-ce que dans le cadre de ce régime-là, quelle est la définition? Parce qu'effectivement, Damien a indiqué plus de 50% de valeur vénale, enfin d'actifs immobiliers, mais après, il y a aussi à se positionner, à quelle date on se positionne. Enfin, tout ça, c'est extrêmement complexe, et donc il convient de toujours vérifier la documentation, parce que vous pouvez vite vous faire avoir. Moi, je pense à un dossier que j'ai récupéré l'an passé, d'un dossier d'une cliente avec sa société holding. Bon, il y a une session, effectivement de titre de participation, et le cabinet qui s'en est occupé a oublié la quote-part de frais et charges de 12%. Pourtant, c'est quelque chose qui est censé être bien connu. Bon, en l'espèce, ça représentait 140 000 € d'IS, de rattrapage d'IS, parce qu'on était sur une session à 10 millions d'euros. Donc, je vous invite effectivement, même si on connaît tous effectivement les textes, à toujours revérifier, parce qu'il peut toujours y avoir un petit point de détail qu'on a omis, et puis ça peut être un point de détail à 140 000 €. Tu as raison, et la prépondérance immobilière, on peut la concevoir à la date de cession. Il faut être vigilant à la date de cession, de réévaluer si on a des types de participation qui détiennent un bien immobilier, qui ne représente pas plus de 50% de l'actif en valeur comptable. Aussi, un point je vais passer très vite, c'est qu'on utilise la méthode PEPS, première entrée, première sortie, quand on cède des titres, et on en a plusieurs, on ne cède pas tous les titres, ou la méthode FIFO, First In, First Out. Et on peut opter dans certaines conditions pour les titres de participation, pour une méthode des coûts moyens pondérés, si on l'applique globalement sur la catégorie de titres cédés, et si ça ne génère pas une moins-value court terme qu'on n'aurait pas par la méthode de PEPS. Voilà ce que je pouvais rajouter. Et je vais compléter, puisque je suis le fil des remarques et des questions. Effectivement, la notion de société à prépondérance immobilière, ce n'est pas forcément parce que c'est des titres d'une SCI. On peut très bien détenir des titres d'une SA, d'une SAS ou d'une SARL, et cette société-là, qui n'est constituée qu'un actif uniquement constitué d'immeubles, c'est une société effectivement à prépondérance immobilière. C'est pour ça qu'il faut toujours repartir effectivement au texte, parce qu'on va avoir dans nos têtes, c'est des parts de SCI. Mais on peut aussi avoir le cas de figure où on a les parts de SCI. La SCI, elle a vendu l'intégralité de son actif immobilier, puis après, elle a réinvesti dans des titres où elle a gardé l'argent en trésorerie. Et puis, au bout de 2 ans, on veut vendre, ou aux 3 ans, on veut vendre ses parts de SCI, et à ce moment-là, ce n'est plus forcément une société à prépondérance immobilière, quand bien même c'est écrit SCI. Voilà, donc il faut faire très attention. Alors, on attaque maintenant les personnes physiques qui vendent des titres de société à l'impôt société. Donc, encore une fois,
la plus-value, c'est le prix de vente moins le prix d'achat ou le prix qui peut venir d'une donation ou le prix de souscription de part sociale quand on a souscrit à un capital initial ou à une augmentation de capital. Et là, on majore bien des frais d'acquisition. Donc, s'il y a eu bien sûr les droits d'enregistrement, mais des intermédiaires qui sont intervenus, on peut majorer le prix à l'achat, à l'acquisition, le prix d'achat de ces frais d'acquisition. Et on va distinguer si on vend une catégorie de titres et on les vend successivement, soit des titres identifiables, et à ce moment-là, le prix d'achat est identifiable et c'est celui-là qu'on prendra par rapport à la référence, parce qu'on a acheté des titres à des périodes successives à des prix différents. Soit, et ça c'est le cas quand vous avez des titres numérotés, que vous avez un registre de titres, un certain nombre de choses comme ça. Et par contre, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas des titres identifiables, on utilise le prix moyen pondéré. Et effectivement, on peut aussi, quand on cède, même si on est en titre identifiable, utiliser le prix moyen pondéré si on fait la cession totale de la catégorie de titres concernés. Bon, vous le savez bien, on a eu une grande modification en 2018 où le régime de plein droit, j'ai toujours du mal à le dire, mais c'est le FU, prélèvement forfaitaire unique, ou le terme anglo-saxon flat tax. Donc on parle toujours de 30%, mais 30%, c'est bien deux choses. Les prélèvements sociaux, où là, quel que soit le régime, même avec un abattement à la retraite, on a toujours à les payer, les 17,2. Et puis, un impôt forfaitaire, donc unique, de 12,8, ce qui fait une imposition globale prélèvements sociaux inclus de 30%. Donc ça, c'est le régime de base, mais sur option, on peut opter pour le barème progressif. Je vous ai remis les tranches fiscales d'imposition par part de 2023. Donc, en fait, avant même, si on n'a pas des abattements pour durée de détention, bah effectivement, si je suis en dessous, ma tranche marginale, c'est en dessous, j'ai un tout petit revenu, c'est en dessous, même avec la plus-value, je suis en dessous de 11%, bah, il faut mieux que j'ai 11 que 12,8. Et on va le comprendre, par contre, avec des abattements, il faudra comparer ça, sa tranche marginale, après abattement, avec le 12,8%. Tiens, je vais rebondir parce qu'en plus, il y a beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de slides, mais on aura beaucoup de questions à traiter. Personne physique, tu as parlé effectivement pour le prix d'achat, il est majoré des frais d'acquisition, mais on peut également avoir le prix de vente qui est retraité. C'est-à-dire que, pareil, je vais vous parler d'un exemple que j'ai eu il y a quelques mois au cabinet, où les parts sont des parts de société IS sont cédées, et j'appuie bien IS parce qu'il y a une question où on nous pose mais pourquoi on parle des titres de société à l'IS? J'y répondrai. Et donc le vendeur, en fait, il a fait appel à un conseil, à un expert comptable, à un avocat pour l'assister dans le cadre de la vente, et effectivement il y a également la possibilité de retraiter le prix de vente par rapport aux frais qu'on peut avoir eu dans le cadre de cette cession. Donc, il y a le prix d'achat, les textes permettent effectivement de retraiter et de majorer le prix d'achat d'origine, mais il y a aussi le prix de vente qui peut être minoré pour tenir compte effectivement des dépenses qu'on a pu avoir. Et je vais continuer pour rebondir sur l'option pour le barème progressif. On vous rappelle que l'option pour le barème progressif est globale, et donc ça concerne à la fois les plus-values, mais ça concernera également les éventuels dividendes vous auriez pu percevoir. Donc, ce qui fait que lorsqu'on fait ce type d'option, bah, il faut vraiment bien étudier la question parce qu'on peut être peut-être éventuellement gagnant sur les cessions de titres, enfin sur l'imposition des plus-values, mais d'un autre côté, se tirer une balle dans le pied quant aux dividendes. Et si je reprends l'exemple que j'ai eu au cabinet, où c'était une famille qui vendait les parts de la société d'exploitation, chacun effectivement vendait ses titres, et donc ces options et ce choix se fait vendeur par vendeur, et donc ça peut faire des belles études à facturer parce que effectivement, quand vous avez 4 vendeurs différents, potentiellement on peut avoir des cas de figure effectivement différents, que ce soit au niveau des prix d'achat, que ce soit au niveau
niveau du régime du choix, est-ce qu'on passe sur le PFU ou est-ce qu'on fait l'option globale. Et donc, j'en profite, donc on pose la question effectivement, pourquoi on précise titre de société à l'IS? Parce que le mois prochain, il y aura un webinaire sur les cessions de titres de société à l'impôt sur qui n'ont pas opté à l'impôt société de personnes pour faire simple, parce que les régimes fiscaux ne sont pas forcément effectivement les mêmes et il y a des subtilités effectivement dont on doit parler, mais je vais pas commencer à traiter ce sujet-là maintenant. On prendra, je vois beaucoup de questions, on va peut-être finir le PowerPoint et puis on essaiera de répondre aux questions après, parce qu'il y en a dans tous les sens, donc ce n'est pas évident, mais c'est bien, c'est dynamique. Je te rends la parole, Damien. OK. Oui, ce qui est essentiel, c'est bien de retenir que si on opte pour le barème progressif, ça va s'appliquer à tous les revenus de capital immobilier, comme l'a dit Emmanuel, et y compris les dividendes. Et moi, j'ai encore un exemple récent aussi en mission de conseil auprès de nos clients. Il allait céder sa société, il projette de céder sa société en 2024. Il envisageait quand même des dividendes avant. Il va avoir sûrement intérêt à opter pour le barème progressif avec des abattements qu'on va voir par la suite. Et donc, je lui dis, prenez bien les dividendes que vous devez prendre en 2023 pour ne pas les avoir en même temps que la plus-value en 2024 qui sera au barème progressif. Donc, les abattements pour durée de détention. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que c'est pour des titres qui sont souscrits avant 2018. Donc, si j'ai acheté des titres en 2019, en 2020, je ne vais pas avoir la possibilité d'avoir ces abattements pour durée de détention. Donc, il y a les abattements de droit commun. J'ai acheté des titres depuis 2 à 8 ans, j'ai un abattement de 50%. Et s'ils ont plus de 8 ans, j'ai un abattement de 65%. Alors, tout de suite, une petite remarque, ça c'est en faisant le support, je me suis dit, mais finalement, 50% 1 à 4 ans, on est en 2023. Pour moi, le droit commun à 50%, il est quasiment plus applicable, puisqu'en 2023, je cède des titres souscrits avant 2018, je suis à plus de 4 ans. Bon, c'est la petite remarque en relisant le mémento. Tout de suite, donc, si je reprends un exemple de tout à l'heure, je suis à une tranche marginale, donc un abattement de 50%. Si ma tranche marginale, c'est 30%, 50% de 30%, je vais être à 15%, c'est moins favorable que les 12,8. Par contre, si j'ai un abattement de 65%, 65% de 30%, je vais être plus avantageux d'être à l'abattement pour durée de détention à cette tranche marginale de 12,8. Et puis, alors surtout, on a des abattements renforcés sur les cessions de titres. Alors déjà, une PME, qu'est-ce que c'est? C'est la PME européenne, donc c'est assez large pour nous, c'est beaucoup de nos clients, puisque c'est moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires ou un total de bilan respectivement inférieur à 50 millions ou 43 millions. Donc, c'est une PME au sens européen, au sens large. Et en fait, on nous dit dans les textes PME de moins de 10 ans. Mais en fait, ce n'est pas ça. Je préfère la présenter de la manière suivante, c'est acquis dans ou souscrit dans les 10 ans de leur création. D'accord ? C'est-à-dire que même si la société que je cède, mais j'étais dans les 10 premières années, c'est bon. D'accord ? Donc, c'est bien ça qu'il faut retenir. Autre condition, donc première condition PME, deuxième condition dans les 10 ans de la création. Troisième condition, c'est qu'il y ait une activité opérationnelle, alors on parle d'activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de holding animatrices, à partir du moment où les filiales remplissent toutes ces conditions, sont admises. Je vous prendrai un exemple, l'activité de marchand de biens, de promoteur immobilier, c'est bon. Par contre, comme dans une autre loi sur les réinvestissements, apport cession, réinvestissement, les locations de meublés ne sont pas considérées et admises comme une activité éligible à l'abattement renforcé. Donc là,
on voit tout de suite que le 85%, il est très intéressant, hein, puisque si je suis à une tranche marginale, je reprends mon exemple de 30%, ça me fait 4,5% à comparer au 12,8. Hein, je gagne plus de 8%. Si je suis à une tranche marginale de 41%, c'est 6,15 à comparer à 12,8. Et même à la tranche marginale la plus haute, 45, c'est 6,75% à comparer à 12,8. Enfin, dernière condition qu'il ne faut pas louper, et celle-là, il faut faire gaffe parce qu'on peut avoir tendance à la louper, c'est qu'il faut bien avoir souscrit dans les 10 ans, 10 premières années de la société, mais en même temps, cette société ne doit pas être issue d'une concentration, d'une restructuration ou d'une reprise d'activité préexistante. J'ai souscrit dans les 10 ans, mais en fait, ma société, elle avait racheté un fonds de commerce. Donc, si vous avez un fonds de commerce à l'actif, déjà, ça apparaît mal parti. Voilà. Donc, il faut faire gaffe à ça, mais cet abattement renforcé peut être, on l'a vu, avec les tranches marginales, beaucoup plus intéressant que le 12,8. Donc, comme le disait Emmanuel, ça vaut le coup de faire une simulation et d'étudier le cas de figure pour vos clients. Je peux enchaîner, Emmanuel? Oui, non, ben, j'allais illustrer avec, je pensais à ce dossier-là où effectivement on a appliqué l'abattement de 85% et on était sur des parts de société acquises en 1982. Voilà, donc ça peut être vraiment des dossiers, c'était à la création et effectivement, ça peut être des titres qui sont détenus depuis un certain temps. Et puis, autre élément aussi dans la simulation, lorsqu'on opte pour le régime, le barème progressif, la CSG déductible est déductible en N+1, ce qui n'est pas le cas avec le PFU. Donc, c'est pour ça que les calculs sont quand même complexes quand on regarde. Et j'ai failli me faire avoir parce que finalement, je m'étais dit, bon, on va faire du PFU, ça me semble pas mal, eu égard à la tranche marginale d'imposition des clients. Et puis finalement, quand on intègre les abattements, qu'on joue avec toutes les règles, on s'aperçoit effectivement qu'il peut y avoir certains écarts entre le PFU et le barème progressif. Mais après, à chaque fois, c'est des cas d'espèce. Là, c'était notre cas d'espèce, mais peut-être que le prochain dossier que j'aurai à traiter, on sera en PFU. OK, on enchaîne toujours en option barème progressif sur une possibilité d'abattement, qui est un abattement fixe pour le départ à la retraite du dirigeant. Donc, cet abattement, il est plafonné à 500 000 euros. Il n'est en aucun cas cumulable avec les abattements pour durée de détention qu'on a vus avant. Et il concerne à ce stade, sauf s'il est prolongé dans une loi de finances, les cessions qui ont lieu depuis 2018 et jusqu'à, enfin même avant d'ailleurs je pense, mais jusqu'à 2024. Donc encore une fois, il faut que ça soit des titres comme dans l'abattement renforcé de PME, c'est les mêmes types d'activités que la PME. On rajoute les holdings purement financiers, les filiales, les holdings animatrices dans l'abattement renforcé, la holding animatrice, mais aussi holding purement financière si les filiales remplissent les conditions. Et ce qui est impératif, c'est que le dirigeant, le cédant, pardon, ait été pendant les 5 années qui précèdent la cession de manière consécutive, il doit avoir été dirigeant et le cédant et avoir détenu au moins 25% des titres de la société. Une autre condition qui faudra suivre postérieurement, et qu'il faut alerter le client là-dessus, c'est que dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la cession, il doit avoir réalisé sa retraite. Et on sait que le sujet de la retraite aujourd'hui est un vrai sujet. Et il devra cesser toute fonction de direction au salarié. Donc, quelquefois, c'est rare qu'il y ait des accompagnements quand on cède sa société depuis plus de 2 ans, mais il faut être quand même attentif à ce point-là. Il faudra, si jamais le repreneur de la société de salariés au-delà de 2 ans, ça peut faire sauter ce bénéfice d'abattement fixe pour départ à la retraite pour le cédant. Donc, il faudra qu'il trouve une autre solution, une facturation de mission de conseil, etc., des choses diverses et variées pour accompagner au-delà des 2 ans, parce que autrement, ça fait sauter, on n'est plus dans le cas de figure. Et enfin, le cédant ne devra pas, à la date de cession et pendant 3 ans, détenir des titres directement ou indirectement des titres de la société à laquelle il a cédé. Donc, j'ai mon repreneur, personne physique, je veux lui donner un coup de main, votre cédant, on va lui donner un coup de main et lui dire tiens, je vais réinvestir dans ton holding. Non, s'il veut avoir l'abattement, s'il veut rentrer dans ce cas de figure, abattement fixe, départ à la retraite,
ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas qu'il réinvestisse dans la société qui lui rachète les titres et pendant les 3 ans qui suivent la cession. Donc, c'est vrai que pour des prix de vente ou des plus-values qui ne dépassent pas 500 000 €, c'est clairement très intéressant. Donc, on est à moins de 500 000 € de plus-value, et ben, c'est simple, la flat tax à 30, elle devient, on n'a plus que les 17,2. Donc, il n'y a pas mieux. Par contre, attention, si on est sur des prix de vente plus élevés, ça peut changer la donne. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une plus-value à 900 000 € avec une tranche marginale impliquant une petite partie à 41 et une partie significative à 45. On va prendre un taux moyen de ces deux tranches pondéré à 44. À 400 000 €, 400 000 €, par exemple, ça peut nous générer à 40, je ne sais plus si je l'ai fait à 41 ou 44, du coup, je me perds, mais 164 000 € d'hier, hors prélèvements sociaux, alors que mon prélèvement forfaitaire unique à 12,8 m'aurait fait 115 000 €. Donc, quand on est sur des prix de vente significatifs, faites bien les calculs. Autant jusqu'à 500 000 €, il n'y a pas de question à se poser, autant au-delà, ça demande à faire une simulation. Une remarque aussi, des gens qui ont cédé, alors bon, c'est déjà passé, mais qui avaient cédé de 2019 à 2021 pendant la période du Covid, le délai de 2 ans pour réaliser la retraite ou cesser toute fonction de direction des salariés avait été porté à 3 ans exceptionnellement. J'espère, ça pourrait peut-être, Emmanuel, faire partie des propositions, qu'avec ce qu'on est en train de vivre sur l'allongement de la retraite et des gens qui peuvent être en train de vendre, qui avaient fait leurs calculs, ils devaient pouvoir partir dans les 2 ans, qu'on ait peut-être, il serait bienvenu qu'il y ait, comme pour le Covid, peut-être un aménagement qu'ils aient une année de plus, mais ce n'est pas aujourd'hui dans les textes. Non, oui, on pourra peut-être le glisser demain à l'oreille. Là, pareil, je vais rebondir sur de l'expérience, l'abattement fixe. Alors, pour le vivre actuellement avec des clients, les slides qu'on vous fait, ils sont hyper condensés. Je vous invite toujours à retourner au texte et au BOFIP parce que vous en avez des pages et des pages pour être bien sûr que vous êtes dans le texte. Et donc, l'abattement, je repense à un client restaurateur qui, à l'origine, avait prévu les temps SRL, que la SRL vende son fonds de commerce parce que l'acquéreur voulait acheter le fonds de commerce. Mon client était dans le régime de l'abattement fixe, il pouvait y prétendre, donc je lui ai dit, j'ai fait les calculs, il y avait seulement 150 000 € à gagner en passant avec l'abattement fixe, donc je l'ai incité effectivement à se rapprocher de son acheteur et de voir s'il ne pouvait pas le convaincre pour acheter les parts de la SRL, quitte à baisser un petit peu le prix, parce qu'il y avait un intérêt commun finalement. Voilà, donc il faut penser, on peut penser effectivement à cet abattement fixe, notamment quand il y a on prévoit de céder un fonds de commerce, c'est bien beau, on va céder, on va avoir un article 238 15 qui sera top où il va nous exonérer d'impôts, mais après il faut quand même sortir les sous. Mais voilà, ça peut arriver qu'on fasse changer les schémas parce que pour permettre aux clients de profiter d'un abattement qui serait plus favorable. Ouais, tu as tout à fait raison, Emmanuel, et c'est bien pour ça qu'avant, on avait en tête, tiens, petite affaire, on cède plutôt, on rachète plutôt le fonds, mais on a de plus en plus de cédants qui cèdent des petites affaires, mais qui, conseillés par Emmanuel ou un autre, veulent à tout prix céder les titres parce qu'ils ont bien compris que 17,2, c'était plus intéressant que le boni de liquidation soumis à 30% derrière. Ouais. Voilà. Et je rebondis puisqu'on est sur l'abattement parce que les abattements ne sont applicables que si on opte pour le barème. Le PFU, prélèvement forfaitaire unique, c'est la flat tax, on a notre plus-value, il y a 30%. C'est comme avec les dividendes. Les dividendes, vous avez le PFU, c'est les 30%, ou alors vous optez pour le barème, on aura le régime qu'on connaissait avant, 100 € de dividendes, 40% d'abattement. Je suis imposé à l'IR sur les 60 €. Par contre, les prélèvements sociaux, c'est sur les 17,2. Voilà, donc les deux régimes sont exclusifs l'un de l'autre. Il n'y a pas d'abattement avec le PFU. Alors, pour terminer, on ne pouvait pas évoquer quand même le sort des plus-values en report d'imposition. Je vous rappelle, donc là, ça peut être surtout le cas de figure dans le cède des titres d'une société holding, animatrice ou non d'ailleurs, à l'impôt société.
Mais en fait, j'avais apporté des titres préalablement. Et donc, depuis 2012, c'est plus le sursis d'imposition quand je contrôle ma holding qui s'applique quand j'apporte des titres. J'avais une plus-value en report d'imposition. Et d'ailleurs, que j'ai fait ou pas, c'est un régime de plein droit qui s'applique, donc que j'ai fait ou pas l'indication en annexe l'année de l'apport, cette plus-value est bien de droit en report d'imposition. Et donc, parce que vous cédez les titres de votre société holding, ben le report d'imposition tombe. Et donc, vos plus-values en report d'imposition deviennent imposables. Et donc, votre plus-value globale, vous allez devoir la décomposer en deux. Cette plus-value en report, imposée selon les conditions applicables à la date du report. Je ne vous explique pas, il faut quelquefois reconstituer. Moi, j'ai eu le cas de figure récemment, c'était 2014, donc postérieur à 2012, je suis bien en report. Il a fallu que je redemande l'avis. Vous n'avez pas fait l'annexe à l'époque, mes clients, à leur déclaration d'impôt sur le revenu pour figer ce report, mais il s'applique de droit. Et donc, je leur ai demandé leur avis d'imposition et je recalculais l'imposition qu'ils auraient eue. C'est très clairement énoncé dans le mémento fiscal qu'ils auraient eu en 2014. Et donc, sur cette partie-là, c'est les conditions. Alors, en l'occurrence, ce n'était pas le départ à la retraite en 2014, ils avaient par contre un abattement pour durée de détention, enfin, etc. Et donc, par exemple, si vous avez une plus-value je peux avoir une plus-value de 400 000 euros, de 500 000 euros, mais j'ai que 400 000 euros qui est éligible au départ à la retraite parce que j'avais 100 000 euros qui étaient d'abord en report d'imposition que je dois imposer selon les conditions de l'année du report d'imposition. Ça, soyez vigilants aussi sur ce cas de figure. C'est bien, on a été efficace, Emmanuel, donc on va avoir du temps pour répondre à un maximum de questions. Avant d'attaquer l'élection, quand vous faites, donc clairement, il y a des missions à vendre. Hein. C'est pas, on ne peut pas, dans un coin de table, c'est des missions qu'on peut valoriser, à la fois sur la mission d'étude, la mission de simulation financière et fiscale. Et quand on fait que j'appelle moi le net vendeur, finalement, c'est ce qui les intéresse, nos cédants, et la fiscalité complète, n'oubliez pas aussi s'ils sont concernés, la taxation des hauts revenus, hein, les fameux 3%, dans vos simulations, parce que le net vendeur ne sera pas tout à fait juste si vous ne prenez pas aussi en compte cette taxation sur les hauts revenus. Et tu fais bien d'en parler parce que ça va rejoindre le dossier dont j'ai parlé en début avec la cession à 10 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que dans ce dossier-là, donc sur les 10 millions d'euros qui restaient dans la société holding, il y a eu une petite distribution de dividendes de 5 millions d'euros. Flat tax, ça c'est certain, 1,5 million. Le seul souci, c'est que le conseil, à ce moment-là, il a totalement oublié de parler effectivement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, puisque la plus-value, certes, elle a été taxée en flat tax, mais elle rentre dans le revenu fiscal de référence. Quand j'ai annoncé à la cliente l'an passé, quand j'ai fait la déclaration de revenus, qu'elle avait, je ne sais plus combien, 250 000 euros d'impôts non prévus à payer en plus, ça a coincé. Alors, vous allez me dire, oui, elle a sorti 5 millions d'euros, il lui en reste suffisamment, sauf que cet argent qu'elle a sorti, elle avait un projet immobilier, donc elle l'a bloqué, et donc elle n'avait pas les 250 000 euros effectivement qui restaient. Donc, effectivement, tu fais bien d'en parler parce que moi, dans les petits dossiers que je traite, je n'ai pas forcément des gros montants, mais on peut effectivement très rapidement se retrouver avec la contribution exceptionnelle sur les revenus qui avait été mis en place en 2007 par le gouvernement Sarkozy. Et ça peut faire un petit peu tout drôle l'année suivante au moment de la déclaration de revenus. Bon, du coup, j'en profitais, Emmanuel, je regarde un petit peu les questions. Bon, oui. Il y a des questions qui sont le sujet de notre prochain café fiscal sur comme tu l'as dit, sur les plus-values sociétés hier, transparentes, donc on les abordera. J'avais une première question, les parts sociales de banques mutualistes, vous enregistrez ça en 261 ou 271 ? C'est une bonne question. Si souvent, quand nos clients souscrivent des emprunts, la banque leur fait souscrire quelques parts sociales de la banque ou de la caisse,
etc. Clairement, ce n'est pas des titres de participation, c'est des titres de placement et on doit les enregistrer dans le compte 271. Dès qu'une société détient plus de 10%, alors elle bénéficie automatiquement du régime. Je crois qu'on peut dire oui, en fait c'est une présomption, mais je n'ai jamais vu de cas de figure où, parce que vous aviez plus de 10%, on remettait en cause le régime mère-fille, que ce soit pour les dividendes, que ce soit pour la plus-value sur titre de participation. Donc oui, c'est une présomption très forte. C'est plus si on est entre un peu en dessous de 10, entre 5 et 10. Pour les passer en régime titre de participation, il faut avoir des éléments complémentaires pour dire on a une influence notable sur la stratégie, sur la société. J'enchaîne, Emmanuel. Oui, continue avec la question d'Henri, parce que celle qui est juste au-dessus, j'y ai répondu. Voilà. Si moins-value sur titre de participation détenu depuis moins de 2 ans, moins-value déductible. Donc là, on parle du moins-value long terme, c'est des titres de participation. Alors attends. Ouais, non. Moins-value court terme, moi je le comprends. Non, oui, si c'est moins de 2 ans, c'est une moins-value court terme, donc elle est déductible du régime fiscal normal. Si par contre c'est une moins-value long terme parce qu'elle est plus de 2 ans, ah non, on la neutralise et elle n'est pas déductible du régime du résultat fiscal aux conditions classiques. Prépondérance immobilière, valeur historique, donc valeur réévaluée, vénale. C'est bien ça où il faut être attentif. Si on a des petites entreprises qui n'ont pas isolé l'immobilier à part et qui l'ont dans la société d'exploitation, que le fonds et les stocks valent moins que l'immobilier, on peut être même dans ce cas de figure dans une société à prépondérance immobilière. Donc, c'est bien la valeur vénale. L'option doit-elle être formalisée auprès d'un organisme? Ah oui, pour le prix moyen pondéré, je pense que c'est ça la question. Non, je pense que c'est l'option qu'on prend dans le calcul. On doit le conserver. Il n'y a pas à formaliser cette option. À mon avis, Emmanuel. Non, je suis d'accord avec toi. Pour avoir rempli quelques 2074 là, avec les dossiers dont j'ai parlé, on met effectivement le nombre de titres, la valeur, mais après, en cas de contrôle, il faudrait être capable de démontrer qu'on a mis la bonne valeur. Alors, j'ai une bonne question de Taillard. C'est la question piège. Frais réels pour titre de participation amortis via les amortissements dérogatoires. Ça, je suis d'accord, c'est mes frais d'acquisition. J'ai fait la méthode préférentielle. J'ai créé un amortissement exceptionnel dérogatoire. À la session, je vais reprendre l'amortissement, je vais solder mon amortissement dérogatoire au niveau comptable. Mais effectivement, je vais le neutraliser, cette reprise d'amortissement dérogatoire, à mon avis, sur le calcul du résultat fiscal. Est-ce que tu ferais comme moi, Emmanuel? Oui, alors là, moi, j'ai toujours besoin, je suis toujours dans le doute, je passe ma vie à consulter la documentation, mais… Oui, on ne va pas réimposer. On les a déduits sur 5 ans, parce qu'il y a 2 méthodes. Il y a la méthode préférentielle où les frais d'acquisition sont activés et derrière, on va les amortir avec du dérogatoire. Ou sinon, je passe l'intégralité en charge, je réintègre et après, je déduis extra-comptablement. Donc, effectivement, la logique voudrait… il n'y a pas un système qui est plus avantageux que l'autre. Donc, quand je vais reprendre mon amortissement dérogatoire, je n'ai pas encore eu le cas de figure dans mes dossiers, je me vois bien le déduire. Je ne vais pas l'imposer 2 fois, quoi. Oui, ou du coup l'intégrer au prix d'achat. Enfin, ça sera plus simple, à mon avis, de la reprise d'amortissement dérogatoire, le produit exceptionnel en comptabilité, de le neutraliser au calcul au niveau du résultat fiscal. Quel est le régime fiscal pour les titres de société à prépondérance immobilière du coup? Du coup, c'est le régime normal, c'est l'IS à 25, ou à 15, tout dépend où on en est, donc c'est le régime normal, il n'y a pas le bénéfice du régime des titres de participation avec la neutralisation de la quote-part de frais, hormis la quote-part de frais et charges. Comment se matérialise l'option pour le barème progressif? Ça, c'est quand vous faites la déclaration d'impôt sur le revenu, l'annexe à 2074, c'est là que vous choisissez. Voilà, on va remplir, on reportera dans les bonnes cases et logiquement, on doit aussi cocher la case 2 OP tout en bas. Enfin, si on est sur la déclaration papier,
pour indiquer oui, qu'on est sur le barème progressif. Mais sur la 2074, de toute façon, c'est bien indiqué. Enfin, on indique de toute façon, s'il n'applique les abattements, enfin, ça montre bien effectivement qu'on est dans le barème progressif. Après, effectivement, comme on a les logiciels qu'on utilise, derrière, il y a peut-être certaines subtilités. Comme après, on fait la 2074, ça renseigne automatiquement la 2042. Il y a peut-être des choses qui m'échappent, mais et notamment la 2OP, pour moi, elle est cochée automatiquement par le logiciel une fois que j'ai opté pour l'application des abattements. On vous rappelle qu'aujourd'hui, on a traité les plus-values sur titre société IS, mais qu'à la fin du mois de juillet, on traitera les plus-values sur titre société IR. Donc, les titres de participation d'une société à préférence immobilière par une société IS est donc soumise au régime de plus-value long terme. Non, elles sont incluses dans le résultat fiscal au taux normal. Dans le résultat fiscal au taux normal, et on verra que le mois prochain, on a un calcul très particulier pour déterminer le montant de la plus-value, d'ailleurs. Les abattements ne s'appliquent pas en cas de PFU. Non. Si j'ai opté pour le PFU, c'est le prélèvement forfaitaire unique, 12,8 plus 17,2. Si j'ai opté pour le barème progressif, c'est toujours les 17,2, mais c'est le barème progressif avec éventuel abattement pour l'impôt sur le revenu. Je vais rebondir. Il y a eu 2 questions qui sont liées au changement de régime fiscaux des sociétés basculées de l'IR à l'IS ou inversement. Je pense que ça fera l'objet cet automne de webinaires parce que c'est des sujets éminemment intéressants, casse-figure, et il peut aussi y avoir des opportunités, notamment dans le cadre si votre dossier est en ZRR, par exemple. Vous savez que je suis un fervent partisan de la ZRR puisque j'exerce en ZRR et il peut y avoir des opportunités. Il y a une question, la spectateur anonyme. Est-ce que nous pouvons opter pour le barème IRPP pour une cession d'actions de SAS et que par ailleurs, nous avons une plus-value long terme professionnelle soumise à 30%. Là, on parle de 2 choses distinctes. Quand on parlait des titres de société IS, donc on va dire c'est plus-value des particuliers, les dividendes sur société IS, on est dans des catégories bien particulières et on a le PFU qui s'applique. Lorsqu'on est sur une plus-value long terme professionnelle, donc on est dans un autre article du Code général des impôts, alors certes, on est passé en plus-value long terme à 12,8 plus 17,2. Pourquoi? Parce qu'avant, de tête, ça devait être 16%. Il fallait se remettre au même niveau que le PFU, mais on est dans 2 catégories différentes. Donc, on peut très bien avoir du PFU pour ces plus-values que je vais appeler des particuliers cessions de titres IS et dividendes, et de l'autre côté, comme je suis dans un régime professionnel, je vais avoir les plus-values des professionnels qui s'appliquent. Et si vous regardez la doc la plus connue, pour ne pas citer le Memento, vous verrez qu'on est dans des articles et les sujets sont traités plus-value professionnelle et on a les plus-values sur titres et autres qui sont à part. Voilà, donc on peut très bien avoir du PFU sur une partie, et parce qu'on est dans un régime professionnel, c'est le régime des plus-values long terme à 30% qui s'applique. Voilà. Ou j'ai inversé, ou option pour le barème. Enfin, peu importe. J'opte pour le barème et j'ai les plus-values long terme qui sont à 30%. Autant pour moi, je me suis un peu mélangé, mais vous m'aviez compris. Je l'espère. Donc voilà, je suis un peu le maître du temps. On est bon. Je ne sais pas si les autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. On prendra le temps de vous répondre. Sachez que le replay sera sur la newsletter et on vous adresse le support. Ouais. Excellente remarque, Damien, sur la Puma. On pourra parler de la Puma aussi. Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà. Et merci, Damien, pour cette présentation. Et merci à tous les participants d'être si nombreux à chacun de nos événements. Ça fait plaisir. Et on a prévu dans notre magazine Ouverture de faire un retour sur des questions-réponses aussi qui n'auraient pas pu être traitées au café fiscal. Je crois, Mélanie, c'est ce qu'on a prévu dans le prochain magazine. Voilà. Et pensez, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être adhérents d'ECF, à adhérer à ECF. Voilà. Ça, c'est important. Et merci à tous.
À très bientôt. Merci Emmanuel, merci Damien, merci à tous. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir.